Et je dois m'arrêter 1 minute pour rappeler que au Fonds mondial, j'avais le portefeuille le plus grand. C'était le portefeuille qui s'occupait des pays les plus difficiles. Je parle de la période où la Côte d'Ivoire était en guerre. Le Togo lui-même était suspendu par l'Union européenne qui avait conclu qu'il n'était pas possible de mettre en œuvre des programmes de développement dans le pays. Donc, il y a une bonne partie des enfants, dans Ndeki. Elle m'a expliqué, et j'étais profondément touché, comment elle s'organisait pour rassembler un peu d'argent. Et j'ai promis à Madame Kanté, écoute, on ne va pas faire seulement des arbustes. Nous allons en faire des arbres fruitiers. Comme ça, vous allez avoir les fruits qu'il faut pour améliorer la qualité des aliments que vous donnez aux enfants. Donc, à New York, ma tâche était assez intéressante. Et d'ailleurs, je vais vous dire la raison pourquoi je suis allé à New York. Parce que l'ancien ambassadeur de la France pour le sida, mon ami Michel Cazestine, qui fait partie un peu de l'équipe de médecins qui ont découvert le virus du sida, me disait quand je quittais, il me dit « Mais Babingué, pourquoi tu pars ?» Mais je lui dis « Écoute, je vais pour apprendre. » Et il me dit « Mais écoute, je ne peux pas te retenir, mais je te dis que dans chaque pays en Afrique, il doit y avoir un monument qui porte ton nom. » Man doomu Sénégal la. Sénégal la judo à Saint-Louis, parce que mon père était un militaire. Ensuite, nous avons fait beaucoup de camps, donc à travers le Sénégal. Et j'ai commencé mon école au Terme Sud, donc ici vers Ouakam. Donc avant de me retrouver au lycée Van. Mais ensuite, avec le retour de mon père à Saint-Louis, donc je l'ai suivi à Saint-Louis. Donc j'étais au lycée Faidherbe. Et nous sommes revenus à Dakar. Donc j'ai terminé mon cycle secondaire et j'étais à l'université de Dakar, donc à la faculté des sciences économiques et juridiques. Donc j'ai obtenu une maîtrise en sciences économiques. Et immédiatement après, je suis allé à l'IDEP, à l'Institut africain de développement économique de planification, pour faire un 3e cycle. Et à peine ce 3e cycle terminé, donc j'ai trouvé un emploi donc, au ministère de l'Emploi à l'époque, et c'était pour concevoir les projets pour les jeunes diplômés. Donc il vous souviendra que la fin des années 70, début des années 80, c'est vraiment le début du chômage des jeunes. Donc, après un séjour assez bref au ministère de l'Emploi, j'étais dans une réunion et j'ai rencontré un chef de division du ministère du Plan. Et après la réunion, donc, cette personne m'a approché en me disant « Écoute, est-ce que ça vous intéresse de venir travailler au ministère du Plan ?» Voilà comment ma carrière de planification, qui était d'ailleurs mon choix à l'université, parce que j'ai fait une maîtrise en sciences économiques, option planification, mais l'opportunité que j'avais, c'était de travailler au ministère du Plan, naturellement, dans le domaine de la planification de l'emploi, la préparation des programmes, etc. Mais mon réceptacle naturel, c'était le ministère du Plan, donc j'ai dit oui à cette opportunité, et voilà que j'ai passé plus d'une décennie au sein du ministère de l'économie, des finances et du plan. Donc d'abord en tant que chargé de programme, chef de division, coordonnateur, et j'ai fini au cabinet du ministre de l'économie, des finances et du plan, donc que j'ai quitté juste avant la première alternance. D'abord pour aller suivre des études complémentaires en Écosse, à Glasgow, parce que j'avais une bourse Chevening. Et quand je suis rentré, quelque temps après, j'ai une bourse Fulbright qui m'a conduit en Arizona, donc pour faire ma préparation avant de me retrouver à Washington, D.C., à American University, où j'ai fait mon cycle à SAS. Et parallèlement, j'avais choisi de payer moi-même mes études complémentaires de politique publique. Donc, quand j'étais à Washington,
Je passais un peu de temps à la banque, me permettre un peu de joindre les deux bouts, parce que j'avais ma famille qui m'avait rejoint à un certain moment. Et à mon retour, un de mes amis est venu me voir au bureau, donc avec une coupure de journaux, en me disant, écoute, vieux, c'est mon nom familier, en me disant, vieux, écoute, ce poste-là, c'est pour toi. Donc, j'ai regardé et ça ne me disait rien. J'ai posé le papier sur ma table. Une semaine après, la même personne est revenue en me disant, mais est-ce que tu as envoyé ton dossier? Je lui ai dit non. Il me dit, mais envoie, le poste-là, il est pour toi. Finalement, j'ai envoyé mon dossier et voilà comment j'ai été retenu. Et en réalité, je n'étais pas intéressé parce que lorsque j'ai été retenu, la seule chose qui m'avait poussé d'ailleurs à partir, c'est que je n'avais jamais visité le Kenya. Et comme les interviews devaient se passer à Nairobi, j'ai dit, écoute, c'est une occasion pour y aller. Mais je n'avais aucun intérêt, donc vraiment, à quitter mon travail, un travail assez intéressant, donc au niveau du ministère, où j'étais quand même dans d'excellentes conditions. Et j'ai quand même dit, écoute, je vais aller à Nairobi, découvrir, et ensuite je verrai. Donc, à mon retour, j'ai eu l'offre de partir. Et pendant des semaines, j'avais hésité. J'avais hésité parce qu'il y a cet amour particulier pour le pays. Et j'avais hésité parce que d'ailleurs auparavant, j'avais également une offre du PNUD à l'époque qui me proposait un poste à Dakar du temps de Salif Diaye. Donc, de fil en aiguille, j'ai finalement pris mon courage entre les mains et je suis parti à Lomé comme conseiller donc, au programme. Donc ensuite, le bureau a rejoint un peu la grande équipe à Nairobi, où j'ai passé quelques années. Et c'est incroyable parce que c'est ce même Tami qui revient un jour et me donne une coupure de presse, où il y avait un peu cette annonce. C'est au moment où nous allions vers la création du Fonds mondial. Et je reviendrai tout à l'heure. Et ce Tami très proche me dit, écoute, mes vieux, mais ça, ce poste-là, hein, c'est comme s'il était fait pour toi. Et puis j'ai déposé et voilà comment j'ai été invité aux interviews à Genève. Donc Genève que je fréquentais déjà, parce que chaque année j'y allais aux réunions annuelles du BIT. J'aimais Genève à cause du calme, à cause du lac Léman, mais également à cause du style suisse. Donc le jour de mon interview, celui qui fut d'ailleurs mon patron après, paix à son âme, Brad Herbert, me dit, écoute, est-ce que tu peux commencer cette semaine? Et je dis, écoute, il faut au moins que je rentre sur Nairobi pour me préparer. Voilà donc comment j'ai eu cette opportunité de faire partie à cette équipe qu'on appelle un peu les pionniers qui ont mis en place le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'est important parce que ce n'est pas seulement un mécanisme de financement, ce n'est pas, en tout cas, une institution tournée vers la santé seulement, mais c'est une institution qui a eu quand même un mandat spécial. Parce que nous étions à une période où il y avait un constat au niveau mondial, c'était un peu l'échec de l'aide au développement. Les bailleurs de fonds n'étaient pas contents des résultats enregistrés dans les pays. Les pays n'étaient pas contents des réalisations, et même les partenaires d'exécution, comme les Nations Unies en général, se posaient beaucoup de questions sur la portée de l'aide au développement. Donc, il fallait créer un nouvel outil, un nouvel instrument dont le but était de réinventer la coopération au développement. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Et d'ailleurs, une parenthèse, lorsque j'étais en Écosse, le travail que j'ai mené, donc portait un peu sur le futur de l'aide au développement. Et je terminais mon papier en disant que l'aide avait fait sa preuve et qu'il fallait investir dans les partenariats. Donc, je suis content de voir 10-15 ans après que le mot partenariat, quand même, était devenu le mot fétiche et que le mot aide était pratiquement banni du langage. Mais pour revenir sur la question de la mise en place du Fonds mondial, à cette époque, il y a une dame qui s'appelle Nancy Birsdahl
qui fut ensuite la patronne du Center for Global Development, donc basé à Washington, qui est l'un des plus grands think tanks sur les questions de développement, qui a publié un papier assez intéressant qui s'appelait un peu les Seven Deadly Sins of Development Cooperation. Donc, les 7 péchés de la coopération au développement. Donc, au Fonds mondial, il était question donc, de mettre en place un instrument qui règle ces questions et qui remette l'aide au développement vraiment en orbite. Et en faisant quoi? En travaillant sur les 3 maladies qui, à l'époque, menaçaient certains pays de disparition de la carte. Je pense notamment à des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme le Lesotho, des pays comme l'Éthiopie, où la population active passait ses journées à aller dans les funérailles. Donc, ce qui faisait donc que certains pays, comme je le disais, étaient vraiment menacés de disparaître de la carte. Donc, il fallait donc aller vite dans la fourniture de l'aide. Il fallait passer à un niveau de performance beaucoup plus élevé pour régler ces problèmes vitaux, des problèmes de survie. Ce n'est pas les programmes traditionnels, mais il fallait sauver des vies humaines, il fallait sauver des pays, il fallait faire en sorte que certains pays ne disparaissent pas de la carte. Donc, on ne pouvait pas le faire avec les mécanismes traditionnels. Donc, il fallait créer un système nouveau pour permettre un peu de faire circuler des masses d'argent énormes, des milliards de dollars, dans des endroits les plus difficiles, les plus contraignants. Et comme je dis souvent dans des endroits où vous ne pouvez pas laisser votre montre pendant 5 minutes et la retrouver. Donc, je fais partie de ce groupe de personnes qui ont commencé le Fonds mondial pour créer des systèmes qui vont permettre un peu de sauver des vies assez rapidement, de mettre en œuvre des programmes d'envergure dans des endroits difficiles, le faire avec clarté, avec rigueur, en mettant devant la reddition des comptes. Et c'est comme ça que nous avons créé ce qu'on appelle un peu le performance-based funding. C'est le système de financement basé sur la performance. Je pense qu'il est jusqu'à maintenant le top sur le plan mondial. Comme vous le savez, la gestion de la performance est considérée comme l'outil le plus redoutable pour, en tout cas, inciter les personnes et même les institutions à avoir les comportements les plus recommandables. Et d'ailleurs, au fond, donc, j'ai commencé comme responsable du portefeuille Afrique. Donc, après 12 mois, donc, j'étais promu comme chef du département et je suis resté à ce poste jusqu'au moment de mon départ. Donc, pour New York, pour mettre en place la direction des programmes du Fonds des Nations Unies pour la population. Et je dois m'arrêter 1 minute pour rappeler qu'au Fonds mondial, j'avais le portefeuille le plus grand. C'était le portefeuille qui s'occupait des pays les plus difficiles, dont les pays de notre région. Je parle de la période où la Côte d'Ivoire était en guerre, le Togo lui-même était suspendu par l'Union européenne, qui avait conclu qu'il n'était pas possible de mettre en œuvre des programmes de développement dans le pays. Donc nous avions l'obligation de créer des systèmes qui font en sorte que les populations puissent avoir accès à ces services, mais également que les ressources importantes qui sont investies par la communauté internationale puissent quand même produire les résultats escomptés et qu'on puisse avoir des résultats palpables. Donc, voilà un peu mon séjour à Genève où j'ai passé 7 ans. Et après Genève, c'est la même histoire, hein. C'est comme de la magie. C'est le même ami qui me donne, en tout cas, une annonce qui était parue dans l'Économiste, le journal L'Économiste, en me disant, écoute, le Fonds des Nations Unies pour la population cherche un directeur des programmes. Et en ce moment-là, c'était devenu la mode, la gestion basée sur les résultats. Donc, chacun en parlait, chacun disait que je le faisais, mais il y avait quand même que très peu d'institutions qui savaient de quoi il s'agissait. Donc, voilà comment, à l'époque, en tant que chef du département, donc, il y avait le portefeuille le plus complexe, mais aussi qui avait les résultats les meilleurs. Parce que même dans les zones de guerre, comme le Congo,
République démocratique du Congo ou la Côte d'Ivoire, nous avions quand même réussi à mettre en œuvre des programmes vraiment de catégorie exceptionnelle. Et à l'époque, on disait, écoute, mais comment se fait-il que vous arrivez sans avoir de bureau ou de représentation au sein du pays, dans des pays extrêmement difficiles, faire en sorte que, vous avez des taux d'exécution élevés, deuxièmement, les résultats sont palpables, et troisièmement, vous avez des partenariats donc, qui ne couvrent pas la rue. Et je vais donner un exemple. Au Togo, à l'époque, il fallait voir donc, comment on pouvait s'asseoir dans une salle où il y a le ministre de la Santé, je me rappelle Madame Suzanne Aho, qui est là, et vous êtes dans une réunion qui est présidée par les personnes vivant avec le sida. Donc, c'était une transformation radicale. Donc, nous avons vu donc cette transition d'un pays où le matin, c'est l'armée qui chante les louanges du chef d'État, donc c'était le président Adema, et en quelques mois, en quelques années, nous avons pu créer les conditions où la société civile, les partenaires au développement et le gouvernement sont assis dans une salle, chacun donc exerçant un pouvoir, j'allais dire, similaire. Donc, ce sont des transformations extraordinaires qu'il faut saluer. Donc, le Fonds mondial n'était pas seulement un mécanisme de financement, ce n'était pas seulement même la réinvention de l'aide au développement, mais c'était vraiment des systèmes d'urgence qui permettaient d'aller vite, qui permettaient d'être efficaces, sans faire de compromis en ce qui concerne vraiment la gestion transparente. Et ça qui fait d'ailleurs que jusqu'au moment où je parle, c'est le mécanisme de financement sur le plan international, donc le plus respecté. Et à Genève, j'étais honoré, donc avec mon équipe, d'être célébré comme le meilleur manager du Fonds mondial en 2005. Donc, je garde d'excellents souvenirs de la qualité de mon équipe, du travail que nous avons fait en Afrique et à travers le monde. Et j'ai beaucoup appris de mes déplacements réguliers à Washington, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un petit problème dans un pays, il fallait parler au Congrès, il fallait parler avec l'administration américaine, les rassurer, parce que les Américains, à eux seuls, nous donnaient un chèque donc de 1,7 milliard chaque année. Donc, vous imaginez. Donc, ils avaient quand même un pouvoir, un devoir de regard sur ce que nous faisons et comment on le faisait, surtout que dans certains pays, nous avions quand même des accords qui font qu'on ne pouvait pas donner du cash au pays. Donc, c'est des pays comme la Corée, et des pays comme la Chine, et même certains pays africains comme Libéria, Sierra Leone, qui étaient en pleine crise pendant cette période. Mais chaque fois, notre rôle, c'était vraiment de trouver les mécanismes qui permettent aux populations d'avoir accès donc, aux mesures, aux actions, aux interventions donc, qui vont sauver en tout cas des millions de vies dans ces pays. Et j'étais pratiquement en larmes lorsque le premier bateau d'ARV est arrivé en Centrafrique. J'étais extrêmement content donc, lorsque j'ai signé le premier accord de financement du Fonds mondial au Congo DRC. Et je garde d'excellents souvenirs d'initiatives similaires dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, à New York, ma tâche était assez intéressante. Et d'ailleurs, je vais vous dire la raison pourquoi je suis allé à New York. Parce que l'ancien ambassadeur de la France pour le sida, mon ami Michel Cazestine, qui fait partie un peu de l'équipe de médecins qui ont découvert le virus du sida, me disait quand je quittais, il me dit « Mais Babingué, pourquoi tu pars ?» Mais je lui dis « Écoute, je vais pour apprendre. » Et il me dit « Mais écoute, je ne peux pas te retenir, mais je te dis que dans chaque pays en Afrique, il doit y avoir un monument qui porte ton nom. » Donc à New York, mon objectif, et je peux le dire en plus un peu de la promotion, de me retrouver au siège des Nations Unies et de mettre en place une nouvelle direction chargée un peu de la supervision de tous les programmes de cette institution dans plus de 150 pays, donc en plus de 6 bureaux régionaux, donc un en Afrique, 2 en Afrique, 1 en Asie,
Donc, un en Europe, un en Amérique latine, et je pense qu'il y a un quelque part. Et également, être un peu le chef de la stratégie de l'organisation. J'étais responsable un peu de la mobilisation des ressources. J'étais responsable un peu de la programmation. Et il y avait quelque chose d'exceptionnel qui faisait quand même la particularité. J'étais le seul directeur des programmes qui en même temps était directeur des urgences. Et c'est important. Je suis sûr que vous entendez souvent dans le jargon, les gens se parlaient un peu du nexus, hein, ou bien les gens parlaient un peu du passage de l'humanitaire au développement et du développement à l'humanitaire. Moi, j'ai eu la chance de gérer les deux aspects. Et ce qui me permettait de comprendre tous les aspects de développement et de comprendre également tous les aspects humanitaires. Et donc, pendant 7 ans, je siégeais au niveau du Haut Comité des Nations Unies pour les programmes. J'étais membre de l'équipe des directeurs d'urgence. C'était les 7 ou 8 directeurs au niveau mondial qui supervisent toutes les crises, donc à travers le monde, donnent un peu les instructions, donc les guidance, donc au personnel des Nations Unies chargé des urgences, et même au-delà des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le EISC, donc le Interagency Committee, donc qui un peu regroupe en tout cas les leaders au niveau mondial. Et ensuite, maintenant, nous avons l'équipe directeur donc, qui les donne des propositions et qui est chargée un peu de la supervision et de la mise en œuvre des décisions qu'ils ont prises. Et je pense que c'était une période extraordinaire de ma vie parce que couvrir l'ensemble du monde, s'occuper des questions de développement, donc la vie de l'organisation elle-même, la réforme des Nations Unies, la stratégie de l'organisation, mais également le suivi de toutes les crises. Et je garde d'excellents souvenirs de ma visite en Haïti. Donc, après le tremblement de terre de janvier 2010, nous sommes allés retrouver les populations. Donc, des bâtiments s'étaient effondrés. Donc, avec des ministères entiers, la moitié de l'administration avait disparu. Hein. Donc, le tiers de l'administration publique en Haïti avait disparu. J'ai eu également l'opportunité de faire des crises comme le typhon, un des typhons le plus violents, celui de Tacloban, le Hawaï. Et à ce niveau-là, donc nous parlons un peu de typhon de plus de 315 km à l'heure. Et lorsque je suis arrivé à Tacloban 2 jours après le typhon, je revenais un peu d'une mission de la Chine. Donc, dans l'avion, j'ai vu les premières images. Donc, j'ai eu le temps de m'arrêter au bureau et de repartir donc, en Asie à partir de New York. Et tout avait disparu. Donc, l'aéroport, les édifices publics, on trouvait donc sur les rues des milliers de morts, donc ramassés, qu'on mettait dans des sacs noirs, et des camions passaient le long des ruelles pour les ramasser. Donc, c'est des spectacles d'une brutalité extraordinaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque certains pensent à certaines difficultés que nous connaissons dans certains endroits comme Haïti, je vous dis souvent qu'ils n'ont pas une idée de l'ampleur du choc, de la rapidité du choc et de l'impact invisible que ces chocs laissent sur les femmes, sur les enfants et les autres. Moi, je pense que le Sénégal, la première chose, je dirais que vraiment, ça me tenait particulièrement à cœur pendant les pratiquement 30 ans que j'ai passé à l'extérieur. J'ai fait en sorte que chaque année, je suis au Sénégal, que chaque année, ça m'a dormi au Sénégal 2 ou 3 fois. J'ai également pris un certain nombre d'initiatives pour accompagner le Sénégal. Et peut-être, je pense donc à quelques actions donc, que j'ai posées pour accompagner les jeunes. Donc, quand j'ai pris ma retraite, j'ai mis en place Jeunes Africa, donc pour accompagner les jeunes Africains donc, qui veulent investir dans l'agrobusiness. Donc, en 2021, j'étais chez moi à 10. Je regardais un peu une émission. Et j'ai vu un jeune qui s'appelle Moudou Diakhaté. Donc, et il s'occupait un peu de la réhabilitation des latrines
dans les écoles. Donc, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Donc, il a un surnom Mint. Je l'ai appelé, il me dit, mais écoute, tonton, mais Sogno et Dakar, viens voir ce que je fais. Je dis, non, moi, je serai à Dakar la semaine prochaine. Donc, la semaine d'après, je viens à Dakar. Nous avons dans cette bonne école vers Kermassar. Mais comme je suis arrivé avec Éthiopian, le vol est très long, 10 heures. J'étais fatigué, donc je n'ai pas pu participer à l'événement. Et je l'ai appelé le dimanche. Lundi, je serai à Kennedy. Donc, pour m'occuper un peu de ces questions de l'atelier, je me dit non, mais qu'on dit d'agneau. Donc, je suis tombé avec Etika, d'afin me parrain ben promotion. Donc, mais comme on n'a pas pu faire l'événement à cause de la Covid, on s'était dit, donc, on va avec une promotion. Donc, je suis fait Madame Etika, je suis fait Madame Kennedy. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré le garçon, donc, Madame Kanté. Madame Kanté nous présentait moi mais Madame Kanté, mais Tangaïbi, je pense qu'on était au mois d'août. Manako, mais Tangaïbi, comment vous faites avec les enfants d'autrui là? Michel Ngomde, mais il faut mettre des arbres. J'ai pas les moyens. Manako, écoute, moi, je vais vous mettre des arbres immédiatement. Donc, donc, peut-être que donc, après Guy Wartan, d'ailleurs elle avait trouvé un problème parce que les élèves avaient vraiment des difficultés d'apprentissage. Parce que, donc, il y a une bonne partie des enfants, si nous donnons des gens ici, dans une équipe, ils donnent aux classes et ça jouait vraiment sur leur performance. Elle m'a expliqué, et j'étais profondément touché, comment elle s'organisait pour rassembler un peu d'argent su ñëwee mu defal fondé jox xale yi ñu lekk. Elle m'a expliqué comment elle a trouvé des petites pierres, des petits cailloux pour faire le dallage de l'école. Et j'ai promis à Madame Kanté, écoute, on va pas faire seulement des arbustes. Nous allons en faire des arbres fruitiers. Comme ça, vous allez avoir les fruits qu'il faut pour améliorer la qualité des aliments que vous donnez aux enfants. Donc, voilà comment j'ai lancé un peu l'idée de ces parcs fruitiers scolaires qui est venu comme ça. J'en ai fait à Kennedy. Après, il y avait une demande. J'en ai fait 2 au lycée Blaise Diagne. Donc, le lycée de la Fosse a fait la demande et j'en ai fait 2 autres. D'ailleurs, j'envisage d'en faire dans d'autres établissements. Mais avec mes activités, donc depuis que je suis arrivé à Dakar, après ma retraite, moi je pensais que j'allais être plus libre, mais mes journées sont plus longues depuis que j'ai pris ma retraite, où j'ai, en plus de mes activités professionnelles, beaucoup d'activités sociales, mais également un accompagnement que j'apporte à certaines organisations internationales. Et l'autre aspect, je pense comme maintenant, mon papa a rejoint le Seigneur, donc ma mère prend de l'âge, donc et je suis l'aîné. Pratiquement chaque jour, il y a ma maman qui m'appelle, qui me dit vieux, je pense il y a tel ngente, vieux, il y a tel deuil, vieux, il y a tel mariage. Donc je joue un peu ce rôle de croix de transmission. Mais pour revenir sur votre question, donc ce que j'ai fait pour le Sénégal, j'ai voulu donner cet exemple, mais j'ai également très souvent donc contribué donc sur les questions de politique publique, soit ouvertement, donc soit discrètement. Donc à chaque fois qu'il y a eu quand même des tensions, je suis souvent intervenu donc pour écrire, pour rassembler, pour clarifier, pour aider. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que je crois qu'il y a beaucoup à offrir. Notre expérience, nos réseaux, donc notre mode d'engagement, mais également notre détermination donc, à contribuer, à partager, je pense, et pour moi en tout cas, ce que nous pouvons apporter de plus dans ce pays en ce moment. Wow, mais écoute, Youssou est un ami. C'est une très longue histoire. Une très longue histoire parce que seen kër ak sama kër maam à Fan Hop sorewul. Bon, et il est très proche de mon frère Ibou, donc, qui est en Hollande. Donc, avec Youssou, nous avons fait beaucoup de choses. D'abord, sur les questions de malaria. Le fameux show de rock de Rollback Malaria, donc avec ma sœur Eva Marie Kolsek, que nous avions organisé.
Donc, Youssou a été quand même un grand supporter de certains combats. Donc, et j'en profite pour le saluer. Et avec Youssou, nous avons également poussé donc, pour la paix au Darfour. La paix au Darfour. Et chaque année, sous mon année au Sénégal, je passais au moins une semaine à la Fondation Youssou Tour pour le soutenir, pour l'aider à structurer la fondation. Parce que Youssou a une carte de visite exceptionnelle. Donc malheureusement, il n'a pas toujours été entouré de personnes. Elles sont capables, lorsque Youssou ouvre la porte, nous nous concrétiser. Et pendant un moment, j'ai essayé de l'aider à structurer. Et nous avons gardé ces relations et parmi les opérations que nous avons fait ensemble, lorsque j'ai amené tous les jeunes Africains au pied du monument de la Renaissance, donc dans le cadre de ce que j'ai appelé les 25 heures de Dakar, j'ai fait venir Youssou N'Dour. J'ai amené Youssou N'Dour à Niamey, au sommet de l'Union africaine de 2019. Donc, et à l'occasion de ce dîner, il y avait 45-47 chefs d'État. Je pense que c'était une séance extraordinaire, des plateformes qui m'ont permis d'abord de créer donc, une opportunité donc, pour rassembler les chefs d'État africains, mais de passer des messages donc, pour que les pays africains investissent davantage dans les jeunes, donc dans les femmes et dans nos filles. Et Youssou m'a beaucoup accompagné dans ce processus. Et d'ailleurs, nous avons fait beaucoup plus que ça. Donc, bon, Mimi est une sœur. Hein, Mimi est une sœur, c'est une amie, je peux dire même très proche. Nous étions ensemble à New York. D'ailleurs, le jour où je suis arrivé à New York pour faire mon interview, je me rappelle, j'étais dans un hôtel qui est collé à UNFPA. Et Mimi est passée me voir et nous avons eu une très bonne conversation qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à comprendre un peu ce qui se passait dans la maison et qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait. Et nous avons gardé ces relations, ce qui date maintenant d'au moins de 20 ans, d'excellentes relations, des relations de confiance, parce que nous pouvons nous dire tout, hein, y compris à travers nos échanges WhatsApp, email. Donc, nous avons des relations de confiance. Donc, elle m'appelle Camille, je l'appelle Sister, hein, donc affectueusement. Et vraiment, nous avons de très bonnes relations. Nous discutons de beaucoup de choses. Nous nous retrouvons d'ailleurs régulièrement au Maroc, à Marrakech, dans le cadre du dialogue atlantique, avec d'autres personnalités, comme notre frère Biran Diop ou le ministre Serigne Mbaye, voilà, le ministre du Commerce. Voilà, donc je rencontre souvent à Marrakech. Mais Mimi est une sœur, nous avons d'excellentes relations, je pense que des relations de confiance, au-delà même des relations professionnelles. Hein, parce que moi, j'étais directeur des programmes et Mimi était dans la direction technique qui était dirigée par quelqu'un qui a été recruté en même temps que moi, Werner Hug. Voilà, mais mes relations avec Mimi, c'est vraiment au-delà des relations professionnelles, c'est vraiment Camille avec Jigenum, quoi. Hein, donc, on est très proches, on se fréquente. Hein, je vais régulièrement chez elle. Hein, donc, je peux à tout moment me taler sama auto, me jubal këram, garer dam seeti ko ñu waxtaan, quoi. Bon, mais écoute, non, ce qui se passe avec le régime, avec les républicains, je pense que c'est plus vraiment des relations techniques principalement. Bon, je peux même dire que mes relations avec Clinton sont plus solides. Hein, parce que hein, c'est lui qui m'a donné un peu mon diplôme de Humphrey, donc à la fin de mon séjour aux États-Unis. Mes relations avec la famille Bush, je pense, c'est plus technique. D'abord, avec la création du Fonds mondial, je pense que c'est son œuvre. Mais ensuite, et les gens oublient souvent de le dire. Le président Bush, c'est le président américain qui a fait le plus pour l'Afrique et les pays en développement. Donc, j'ai parlé un peu du Fonds mondial pour lequel ils mettaient des milliards. Ils avaient également créé l'initiative du président des États-Unis pour la malaria.
Et ils avaient également créé pas mal d'initiatives pour appuyer un peu, pour soutenir un peu le développement accéléré des pays. Donc, je pense qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais s'il y a un point sur lequel je vais insister, c'est un peu, d'abord, son papa, le père Bush, avait quand même mis le doigt sur l'importance de la jeunesse, ou j'allais dire un peu sur les risques d'avoir un peu ces jeunes nombreux, donc sans opportunité. Et je pense que cette note qu'il a laissée et qu'on retrouve dans le rapport de la commission 9/11 m'a beaucoup inspiré ces dernières 20 années. Et c'est pourquoi, lorsque je suis revenu à Dakar en 2015, en tant que directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, j'étais très sensible donc, à la situation de la jeunesse. Donc, lorsque je quittais mes bureaux aux Almadies pour rentrer à Fann, j'observais un peu ces foules, ces groupes de jeunes qui traversaient la route et je me demandais toujours qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et voilà comment j'ai commencé à mener des travaux empiriques avec des modèles mathématiques pour voir un peu s'il y avait un lien entre un peu la croissance démographique, donc le nombre de jeunes que nous trouvons dans les quartiers et les risques de crise. Et à l'occasion de mes voyages dans le bassin du lac Tchad, j'ai dû me rendre compte que le bassin du lac Tchad, donc, qui était un peu la source de subsistance donc, de la population, donc, avait perdu 92% de sa surface. Pendant la même période, la population a été multipliée par 4. Donc, juste pour montrer un peu la pression donc, que le poids démographique exerce donc, sur les moyens de subsistance et qui font que vous avez un peu tous ces conflits, donc, entre les éleveurs et les cultivateurs, donc, avec les autres groupes. Et je crois que nous oublions très souvent donc, pourquoi ces conflits démarrent. Ces conflits partent toujours, en tout cas, de difficultés que les uns et les autres ont, en tout cas, pour survivre, pour nourrir leur famille, etc., etc. Et ces travaux m'ont beaucoup inspiré et m'ont poussé à faire un peu un plaidoyer très fort au niveau des plus hautes autorités africaines, qui d'ailleurs, finalement, ont accepté de faire de 2017 donc, l'année pour la capture du dividende démographique en Afrique. Et auparavant, ils avaient demandé à mon organisation, à la Banque africaine de développement, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, donc de les aider à préparer une feuille de route que j'ai fait préparer ici à Dakar avec mes équipes. Cette feuille de route a été approuvée en juillet 2016 lors du sommet de l'Union africaine à Kigali. Et en janvier 2017, nous avons lancé la feuille de route. Et pratiquement tous les pays africains donc, ont développé leur feuille de route pour investir dans les jeunes et aller vers la capture du dividende démographique. Et permettez-moi en 30 secondes de dire c'est quoi la capture du dividende démographique. C'est simplement donc, une opportunité que les pays ont lorsque la part de leur population qui est jeune atteint une certaine importance. Et en ce moment-là, donc, vous avez vraiment les conditions sont réunies pour avoir une croissance accélérée. Et c'est d'ailleurs cette croissance accélérée qui est derrière l'émergence des pays asiatiques, qu'on appelle les dragons asiatiques. Voilà comment ils ont amorcé leur décollage. Et donc, l'Afrique, se trouvant dans cette phase qu'on appelle la transition démographique, donc, c'est une fenêtre d'opportunité où les pays africains ont la possibilité de multiplier par 1,5 ou même 1,8 le taux de croissance. Donc, ça peut permettre aujourd'hui, avec la richesse africaine, mais de créer des milliards de dollars additionnels donc pour les économies africaines, pour nous permettre de régler tous les problèmes d'infrastructure, les problèmes de développement, les problèmes sociaux, les problèmes de protection et autres. Donc, c'est 100 fois plus puissant que la masse de l'aide au développement que nous recevons. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut investir lorsque vous êtes dans cette transition démographique. Il faut investir dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui permet un peu de relever
la productivité et ça nous permettra d'éviter ce que nous avons vu en Inde. Vous avez une augmentation des emplois, mais qui n'a pas été suivie par une augmentation de la productivité. Donc, vous allez trouver beaucoup d'emplois, mais ce n'est pas des emplois vraiment créateurs de richesse. Voilà, donc, il faut investir dans l'éducation, bon, comme certains pays qui ont utilisé cette stratégie-là pour être d'avant. Il faut aussi travailler dans la santé. Dans la santé, et l'autre aspect, c'est vraiment la création d'emplois productifs qui fait que vraiment vous optimisez en tout cas le potentiel qu'il y a dans cette jeunesse. Et mieux, si vous ne le faites pas, et c'est d'ailleurs l'objet d'un de mes ouvrages que j'appelle Démographie, paix et sécurité, complètement orienté vers trois pays qu'on appelle un peu le Sahel central. Ils sont juste à côté de nous, donc le Mali, le Burkina et le Niger. Et dans cet ouvrage, dont la préface est du président Issoufou Mohamed du Niger, donc l'ouvrage dit que si on n'investit pas dans les jeunes, nous créons les conditions pour avoir ce que nous voyons aujourd'hui dans ces pays-là. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un message que j'ai souvent partagé donc, avec les plus hautes autorités africaines, tous les présidents de la région. Donc, mon ami Ibeka, avec qui j'ai eu un entretien avec l'ensemble des directeurs régionaux, parce qu'à un certain moment, j'étais le président de l'équipe des directeurs régionaux des Nations Unies en Afrique. Donc, Bazoum, avant sa nomination, dans son bureau, nous en avons discuté donc, avec mon ami Idriss Déby, paix à son âme. Le président Sassou Nguesso. Donc, dans mes conversations donc, avec les chefs d'État, je suis souvent revenu sur la nécessité d'investir dans les jeunes. Donc, pour accélérer la croissance, mais également pour éviter de tomber dans certains travers que nous connaissons dans les pays de la sous-région. Oui, écoutez, je pense que j'ai fait récemment un post là-dessus. D'ailleurs, je comparais un peu donc, le Sénégal avec la Malaisie. Et je disais qu'en 63, donc, nous avons fini. En tant que conseiller du ministre, je suis parti en Malaisie avec une équipe de directeurs généraux, avec mon ami Moubarak Lo, qui travaillait avec nous à l'époque. Donc, nous sommes allés voir. 10 ans après, une autre équipe est partie, 20 ans après, est partie. L'exemple que je donne, l'anecdote, c'est un peu quand j'étais au ministère du Plan, quand j'ai commencé, on m'avait confié la coopération avec la Chine. Et c'est intéressant, donc, souvent, ça m'a collègue donne présenté, parce qu'à l'époque, les gens voulaient s'occuper de la coopération donc, avec les États-Unis, avec la Belgique, avec l'Allemagne. Parce qu'en ce moment-là, le Sénégal était pratiquement un peu d'ailleurs au-dessus de la Chine. Donc, si qui moyerait la coopération avec la Chine, non rétable. Mais regardez aujourd'hui, la Chine. Maintenant, pour revenir à votre question, je ne voudrais pas être prétentieux, mais je pense à 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que il faut investir dans le capital humain. Dans le capital humain. Et ça fait déjà 10 ans, donc je dis aux chefs d'État africains que nous ne devons plus avoir des ministères de la jeunesse et du sport. Parce que quand on parle de ministère de la jeunesse et du sport, ça donne l'impression que dañuy jox xale yi bal ñu dem football. Mais si on est conscient que notre potentiel, notre force de frappe, c'est la jeunesse. Je suis sportif. Je fais du sport chaque jour. Mais je crois que nous devons avoir des mécanismes qui mettent un peu cette jeunesse devant. Mais de nous relater jeunesse sport. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est le passage obligé et je ne connais pas un pays dans le monde qui a amorcé son décalage sans un effort substantiel dans son capital humain. Je pense que c'est notre force de frappe et je pense qu'il faut qu'on l'utilise comme tel. La deuxième chose que je peux dire, c'est que nous avons besoin d'institutions stables, d'institutions professionnelles et d'institutions, en tout cas, qui s'inspirent, en tout cas, des meilleures pratiques qui existent par ailleurs. Et tout à l'heure, nous avons parlé un peu de la gestion basée sur les résultats et comment ces apports de gestion-là
peuvent changer les comportements des individus et des institutions. Parce qu'en réalité, les institutions ont des réflexes. Mais aujourd'hui, si vous voulez aller à la poste pour acheter un timbre, quelle est la première chose que vous allez dire? Mais est-ce que xam nga kenn poste? Donc, je pense que il faut quand même qu'on arrive donc à ce déclic. Et j'en profite pour saluer l'œuvre de quelqu'un que je lis pratiquement tous les matins. Je pense mos nañu gisante benn yoon par accident, mais mosuñu toog nii. Mais j'apprécie ce qu'il fait, qui investit beaucoup dans, en tout cas, l'amélioration un peu du secteur public. Hein, c'est Lassana Gagny Sakho. Je pense qu'on communique régulièrement, on échange. Et avant-hier, je saluais d'ailleurs une initiative excellente qu'il est en train de déployer. Donc, pour un partenariat entre l'École nationale d'administration et le CAP, le Cercle des administrateurs publics. Et je disais dans mon poste que c'était une Star Alliance. Tu as vu? Et je pense que le Sénégal doit travailler dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons pratiquement tous les instruments sur place. Maintenant, il faut déployer ces instruments-là, il faut les déployer de façon professionnelle. Donc, la deuxième idée que j'ai, donc sans être prétentieux, je pense qu'il faut accélérer donc, la réforme du secteur public. Je pense qu'il faut avoir une administration, je pense, qui est capable, en tout cas, de soutenir le saut qualitatif dont ce pays a besoin. Donc, moi, je ne crois plus à cette fameuse idée que nous avons acquis, ça fait quelques années. On dit que non, tel secteur est prioritaire. Non, tous les secteurs sont stratégiques. Ça dépend de comment on fait et de comment on déploie la stratégie et qu'est-ce qu'on en fait. Parce que si vous avez le secteur le plus puissant et vous n'investissez pas dans le secteur et vous ne faites pas en sorte que le secteur puisse vraiment générer, en tout cas, les innovations et les transformations nécessaires, je pense que vous risquez d'aller de frustration en frustration. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, des institutions fortes. Et la troisième chose, je pense, c'est vraiment de créer les conditions pour une stabilité et faire en sorte qu'on évite de tomber dans ce que moi j'ai vu dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays en tant que directeur des urgences, mais en tant que directeur régional. Donc, je parcourais tous les pays, je m'intéressais particulièrement aux crises parce que ce que j'ai vu dans certains endroits comme à Tacloban, donc, ou bien en Haïti, ou bien au Congo ou à Yémen, certaines de ces crises sont vraiment l'effet de la nature. Hein, mais il y a d'autres crises qui sont vraiment le fait de l'homme et que nous devons absolument éviter. Et je pense que mon sentiment, c'est que nous devons faire venir tout le monde autour de la table, donc créer les conditions d'un dialogue. Hein, peut-être que les gens ne vont pas être d'accord sur tout, mais le fait de s'asseoir, de parler, de se regarder les yeux dans les yeux, on trouve toujours le moyen d'avancer donc dans un domaine, tout en gardant peut-être les éléments sur lesquels les accords sont abattus dans le futur. Donc, à mon humble avis, priorité numéro 1, le capital humain. Je pense que ce n'est pas négociable. Priorité numéro 2, vous avez des institutions, elles doivent être fortes. Et si vous prenez l'exemple de Haïti et l'exemple de Tacloban, ils ont été capables de se relever rapidement parce qu'il y avait une administration solide. Il y avait une société civile qui contribuait et il y avait le dialogue. En Haïti, donc, il n'y a pas, en tout cas, cette base. Donc, et vous voyez pourquoi nous avons la situation que nous avons aujourd'hui en Haïti. Ils sont des gangs qui sont partout et c'est difficile de voir aujourd'hui que les Nations Unies sont obligées d'envoyer une force pour aller supprimer les gangs, qui sont les fils du pays. Mais c'est parce que, certainement, à un certain moment, les actes qui devaient être posés pour éviter qu'on en arrive là n'ont pas été posés. Et je me rappelle, après le tremblement de terre, j'avais organisé une réunion dans nos bureaux, donc sur la 42e, et j'avais cette discussion avec ce professeur de Columbia qui me disait, oui, le secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon,
a promis de reconstruire Haïti en 2 ans. Donc, c'est pas mon style de dire oui quand je suis pas d'accord. Et j'ai dit à cette dame en public que je ne pense pas qu'on puisse reconstruire Haïti en 5 ans et même 10 ans. C'était mon expérience parce que le choc était d'une brutalité, comme je disais tout à l'heure, avait laissé des séquelles invisibles dans les jeunes, dans les familles, dans les communautés, que moi je pouvais voir et que beaucoup d'autres n'arrivaient pas à voir. C'est pourquoi, avec ce qui se passe dans la région, avec toutes les branches, je crois que les Sénégalais doivent se retrouver. Donc, autour de la table, les Sénégalais doivent se regarder les yeux dans les yeux et les Sénégalais doivent créer en tout cas les conditions, en tout cas d'un cadre minimum, donc pour un dialogue constructif. Je crois que voilà 3 choses que je me permettrais en tout cas de suggérer vraiment là où je suis assis. Bon, peut-être que le président a des éléments que moi j'ai pas. Ça pas aussi des choses que moi j'ai appris. Donc souvent lorsqu'on est leader, on voit des choses que les autres ne voient pas. On entend des autres des choses que les autres n'entendent pas. Donc, c'est toujours des éléments qu'il faut factoriser dans les conseils que nous donnons, donc avec beaucoup d'humilité. Mais mon sentiment est que le Sénégal a un potentiel extraordinaire, donc les Sénégalais sont très bien formés. Il faut maintenant affiner un peu ces investissements et créer un déclic qui va transformer ce pays. Bon, mon dernier mot, c'est peut-être vraiment des prières. Des prières pour notre pays, des prières donc pour cette jeunesse, pour que Yàlla boole nit ñi, qu'on puisse regarder dans la même direction, et que ku nekk foo nekk rek foo topp tu peux apporter une petite contribution vraiment dans la construction de ce pays qui nous est très cher. Donc, comme je disais, donc ma contribution personnelle, bon, à ce niveau, c'est vraiment, encore une fois, c'est mon expérience, ce que j'ai vu de bien et de moins bien, mes réseaux, donc à travers le monde, dans beaucoup de domaines, donc en Afrique, donc mes relations avec les plus hautes autorités nationales dans les pays, dans les institutions, donc, mais également la méthode, donc les méthodes donc, que j'ai appris donc, pendant ces 3-4 décennies. Donc, au niveau national, donc, au niveau local, au niveau régional, donc, au niveau international. Donc, am na yu baax, am na yoo xam ne baaxuñu, am na loo xam ne waruñu ko toppandoo. te lépp lu ñuy def rek jiital li nga xam ne mooy intérêt suñu dëkk quoi. Donc, moi, je suis confiant que le Sénégal va vers un avenir, en tout cas brillant, suñu booloo, suñu liggéeyee, suñu amee la lucidité. De voir un peu li nga xam ne mooy lu baax ak li nga xam ne mooy baaxul quoi. Donc je prie pour que Yàlla sàmm ñu, Yàlla sàmm dëkk bi, Yàlla defar dëkk bi et puis Yàlla jubale xol yi.